Les footballeurs, ils deviennent de plus en plus des entrepreneurs, n'est-ce pas? Alors toi, si tu es entrepreneur, pourquoi tu pourrais pas t'inspirer du mindset, de l'état d'esprit d'un footballeur pour ton business? Eh bien, c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Donc moi, c'est Cher Diakité, entrepreneur tech et ingénieur IA depuis plus de 14 ans. Je te rappelle déjà le principe de ces toutes premières vidéos. C'est une nouvelle chaîne. Elle a été créée là en janvier 2026. Et donc, si tu regardes cette vidéo, le principe, je t'invite vivement à aller regarder les 3 précédentes. D'accord? Pourquoi? Parce que ce sont des vidéos fondations. Ce sont des vidéos fondations. C'est une série et ces vidéos, elles sont chacune liées les unes aux autres pour une raison que tu comprendras et qui te paraîtra évidente et pertinente dès que tu les auras toutes regardées. Donc, la première, elle parlait de l'importance d'avoir un système d'affaires. La deuxième, elle parlait de l'importance de savoir automatiser ce système d'affaires. La troisième, donc la précédente, elle parlait tout simplement de la manière dont l'entrepreneur doit se former. Et celle-ci, elle parle du mindset, de l'état d'esprit de l'entrepreneur. Tu remarqueras que sur ces 4 vidéos, elles sont en fait en binôme, 2 par 2. Donc, les 2 premières, ça parle surtout du système, d'accord? Donc, vraiment du business en tant que personne morale. Et les 2 suivantes, elles parlent plus de l'entrepreneur en tant qu'individu. Donc, formation, mindset, état d'esprit. D'accord? Donc, du coup, ces 4 vidéos, tu les regardes et ben, tu me suis et tout au long de l'année, en fait, je vais aller de plus en plus en profondeur et dans la pratique avec des cas concrets, des case studies, des tutos, des explications et tout ce qu'il faut pour te permettre justement de savoir automatiser ton système d'affaires, déjà le bâtir, ensuite l'automatiser. Et l'objectif de cette chaîne, c'est bâtir un système d'affaires, mais faire en sorte que la technologie et spécifiquement l'intelligence artificielle soit le moteur de l'entrepreneuriat, de ta manière de faire des affaires. Donc, savoir entreprendre avec l'IA. Voilà, je porte le maillot du Sénégal. Je vis au Sénégal. La finale, c'est dimanche. On les souhaite bonne chance. Je ne suis pas sénégalais, je suis mauritanien. Et mon équipe ne s'est pas qualifiée pour cette canne. Les Mourabitoun, ça commence à aller. Hein. Ils font quand même de bons résultats ces dernières années. Mais allez, c'est pas non plus une grande nation de foot comme le Sénégal ou le Maroc. Donc, ce maillot, si le Sénégal gagne, c'est bien. Je réside ici, c'est comme mon pays hein, finalement. Je parle même un peu la langue locale, le Wolof. Les Sénégalais sont très accueillants. Ouais, c'est vraiment un peuple fantastique. Donc, nous, bah, quand notre équipe n'est pas qualifiée, surtout quand on vit ici, forcément, on les supporte. Le Maroc également, s'il gagne, bah, ce serait bien, franchement. C'est un pays qui est très accueillant également. Les Marocains sont vraiment très accueillants, comme les Sénégalais. Et aussi, ce sont des pays en fait qui nous rendent fiers en tant qu'Africains. Ce sont des pays qui nous rendent fiers. Par exemple, le Maroc, le roi, ce qu'il fait pour son pays, l'aura international et tout, ça rend fier. Le Sénégal aussi, c'est un petit peu la même chose. Donc, du coup, que le meilleur gagne. Si le Sénégal gagne, ce serait fantastique. Si le Maroc gagne, franchement, c'est aussi bien pour l'histoire. Voilà, ils l'organisent dans leur pays et tout. Donc, que le meilleur gagne. Et puis voilà, je n'ai pas porté un maillot marocain, puisque bon, j'en ai pas trouvé. Voilà, celui-ci, c'est un maillot sénégalais que j'avais acheté il y a quelques mois de cela. Donc, bonne chance pour la finale. Peut-être que je ferai une vidéo justement après la finale, toujours en lien avec l'entrepreneuriat, parce que c'est le sujet de cette chaîne. Et puis donc, je t'ai parlé des vidéos fondation. N'oublie pas, va les regarder, c'est très important. Et maintenant, on va rentrer plus en profondeur. Tu as la thématique de cette vidéo, celle d'aujourd'hui. Et bien, maintenant, on va se demander, alors, comment tu peux réussir à réellement développer un mindset de compétiteur? C'est quand on dit un mindset de footballeur, c'est un mindset de compétiteur. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, avant que je détaille ça, c'est que le mindset, c'est avant tout un ensemble de comportements. D'accord? C'est lié à ta personnalité et c'est un ensemble de comportements. Ce sont des comportements qui vont révéler ta personnalité, qui vont asseoir ta personnalité, qui vont révéler ton identité. D'accord? Donc, je dirais que le mindset, c'est vraiment un comportement. Disons que le comportement, c'est la concrétisation de ton mindset. Ton état d'esprit, ben, tu le concrétises à travers ton comportement. Alors, comment acquérir un tel comportement? Ben, je vais déjà te donner, je vais t'expliquer. Je vais te le faire en 2 parties. Et c'est très important de comprendre ça. La première partie, ce sont les piliers. D'accord? Les piliers du mindset d'un compétiteur. D'accord? Comme un footballeur. Ces piliers, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont d'abord endogènes.
Qu'est-ce que j'entends par endogène? Donc, c'est interne, c'est propre à toi. Ok? Ce sont tes forces. Ce sont tes forces. D'accord? Et la deuxième partie, ce sont les éléments exogènes. Donc, exogènes, ce sont des éléments qui ne sont pas de ton ressort, donc sur lesquels tu peux avoir un effet de par ton comportement, justement, de par ton état d'esprit, ton mindset. Mais à la base, ce sont effectivement des éléments qui sont exogènes, donc qui sont externes, qui sont liés à l'environnement. On commence par les forces, donc les éléments endogènes, les éléments internes. Okay? Le premier pilier, lequel? Quel est le premier pilier? Ben, le premier pilier, c'est l'identité. Parce que pour développer un mindset de compétiteur, il faut déjà commencer, avant de développer ce mindset, il faut, ou bien même le révéler, parce que parfois, il faut le développer, mais parfois aussi, on l'a déjà de façon peut-être innée. Voilà, le débat entre l'inné et l'acquis, je n'ai pas vraiment un avis par rapport à ça. Il y en a qui disent que certaines qualités sont acquises, d'autres disent elles sont innées. Donc, les spécialistes, ils débattent sur ça. Mais peu importe que ce soit inné ou acquis, l'essentiel, si c'est l'un, il faut peut-être le développer, donc développer ce comportement, ce mindset. Si c'est l'autre, il faut parfois le révéler parce qu'il est déjà là. Dans les deux cas, le principe est le même. Il faut déjà commencer par identifier, par révéler son identité. D'accord? Ton identité, qu'est-ce que j'entends par là? Donc, c'est le premier pilier. Ton identité, c'est que déjà, il faut apprendre à te connaître. Connais-toi toi-même, comme l'a dit le philosophe. Donc, apprends à te connaître déjà. D'accord? Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes valeurs? Quelles sont les choses sur lesquelles tu ne peux pas transiger? OK? Donc, quelles sont les valeurs pour lesquelles justement tu ne peux pas transiger, pour lesquelles tu ne peux pas accepter? En fait, ce n'est pas négociable. Voilà. OK? Ce n'est pas négociable. Donc, du coup, connaître tes valeurs, c'est aussi une manière de savoir qui tu es et donc de te révéler à toi-même ton identité, tes valeurs, ton but dans la vie, la quête pour laquelle tu es prêt à te lever le matin, ainsi de suite. Donc, le premier pilier, c'est vraiment l'identité. Si on ramène pour chaque pilier, je vais prendre comme on parle des compétiteurs et plus précisément des footballeurs, c'est la finale, donc on va rester quand même, on va prendre des exemples qui sont aussi liés aux footballeurs. Donc, par exemple, un footballeur, tu sais que généralement, il est recruté assez tôt. Et tu sais très bien que les centres de formation, je ne suis pas un grand spécialiste, hein, mais déjà comme ça, par la culture générale, on sait, les formateurs, tu vois, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on les appelle formateurs, les formateurs, ils ont pour but de pouvoir identifier quand même la personnalité de chaque élève, d'accord, de chaque recrue dans un centre de formation, par exemple. Donc, il y a non, on arrive à savoir, par exemple, que eux, l'éloignement de la famille, ils le prennent très mal. Tu vois, il y a d'autres, par exemple, quand on fait un match de foot, voilà, quand ça met de la pression, c'est au corps à corps, c'est un peu difficile, on sent qu'ils craquent mentalement. Tu vois. Ces éléments-là permettent aux formateurs. Alors, toi, quand tu es un enfant, voilà, comme ça, tu peux pas, hein, l'exercice qu'on est en train de faire, c'est pas quelque chose qu'un enfant est nécessairement en mesure de faire. Alors, toi, tu es un adulte, tu es entrepreneur et tout, donc tu as la capacité de faire ça. Pour l'enfant, la nouvelle recrue, 9 ans, 10 ans ou moins que ça même, ben, c'est surtout le formateur qui fait ce travail d'identification-là, ce travail voilà, de pouvoir cerner l'identité de la recrue. D'accord? Mais c'est pour te montrer que c'est important et que on voit ce type de cas dans le monde du football. Et donc, c'est un pilier qui est vraiment le premier, l'un des plus importants, c'est la base, c'est là qu'on commence. Il faut vraiment savoir quelle est l'identité de la recrue. Et si tu es adulte, ben, dans ce cas, tu peux le faire toi-même. Il faut savoir quelle est ton identité, quelles sont tes valeurs dans la vie en général. Parce que la suite va dépendre de ça. Le deuxième pilier, le deuxième pilier, c'est tout simplement la discipline. Donc là, on revient toujours sur l'exemple du football. Si on prend notre recrue, donc cette formation-là qu'il va faire, c'est comme une sorte, c'est comme s'il est en internat. D'ailleurs, ils sont parfois en internat. Et donc, il va se révéler à lui-même. Les formateurs qui sont donc des adultes eux aussi et des experts en la matière, ils ont un bagage psychologique et tout. Donc eux, avec cette lecture psychosociale et tout ce qui va avec, ben, eux pourront avoir des résultats par rapport à ça beaucoup plus vite. Mais aussi, après, ils vont mettre un système donc d'encadrement pour donner une discipline de travail à la recrue. D'accord? Donner une discipline de travail à la recrue. Donc, le deuxième pilier, pour avoir vraiment un mindset de compétiteur, après le travail lié à l'identité, c'est la discipline.
D'accord? Une fois de plus, quand je prends le cas de la recrue, voilà, c'est pour donner un exemple dans le monde du foot, mais toi, tu es entrepreneur, tu es adulte, bien sûr, que tu sois une dame ou un monsieur, dans tous les cas, tu es adulte, et donc, toi, ce travail-là, tu vas le faire toi-même. C'est pour ça que je t'en parle. Donc, l'identité, ensuite, comme on l'a dit, la discipline. Donc, si tu es dans ce centre de formation, on va instaurer une discipline, donc une organisation, voilà, pour toi. Et si tu es adulte, entrepreneur ou autre, ben, tu vas t'imposer toi-même une discipline de travail. Donc, le deuxième pilier pour bâtir un mindset de compétiteur, c'est la discipline. D'accord? C'est la discipline. Et la discipline, en fait, avec les autres piliers, il faut faire une bonne différence. C'est que la discipline, c'est vraiment quels sont les éléments d'organisation. Donc, c'est vraiment sur le plan organisationnel, tout ce que tu fais pour structurer ta façon d'agir. D'accord? Donc, ce sont des éléments que tu mets en place, une discipline que tu mets en place pour structurer ta façon d'agir, pour canaliser certains débordements, pour accentuer de bonnes actions. D'accord? Pour atténuer peut-être des actions moins inspirantes, moins bonnes pour toi. Donc, c'est cette discipline-là qui va faire tout ce travail-là. Donc, qui va en fait structurer, qui va influer ta façon d'agir. Donc, c'est ce qu'on appelle la discipline. Le troisième pilier, après l'identité, la discipline, c'est tout simplement le focus. Voilà, la concentration. Pour parler bon français, c'est la concentration. Donc, le focus, pourquoi? Alors, on va reprendre ces trois piliers, ces quatre, en tout cas, celles qui concernent l'interne, donc les forces, d'accord? C'est tout ce qui est endogène, comme je t'ai dit au début. Euh, je vais reprendre les trois et passer ensuite à la quatrième. Je vais reprendre les trois avec toujours notre exemple du footballeur. Alors, travail d'identité, il a été bien formé, voilà, dans son sens, donc forcément, travail d'identité, voilà. Lui, là, maintenant, il passe professionnel, donc après toutes ces années de formation, il sait qui il est, il connaît ses valeurs, donc travail d'identité, il a pu le faire tout au long de ces années. Ceux qui ne l'ont pas fait, et si vous suivez le football, vous savez très bien que ça se passe pas, voilà, super bien par la suite. C'est les fameux joueurs très talentueux, mais qui ont des problèmes de discipline, c'est ce qu'on dit, mais derrière ces problèmes de discipline, souvent, c'est d'abord le fait que le travail lié à l'identité, ils l'ont peut-être sauté. Voilà, ils n'ont pas suffisamment appuyé là-dessus. Parce que la discipline, elle ne peut pas accrocher si tu n'as pas fait ce travail d'identité. D'accord? Tu n'as pas vraiment structuré ta personnalité, ton identité, tes valeurs. Tu l'as fait de façon consciente. Tu vois? Si tu n'as pas fait déjà ce premier pilier de façon consciente, on peut mettre toute la discipline qu'on veut, ça ne va pas servir à grand-chose. D'accord? Ça ne va pas servir à grand-chose. Parce que la discipline, comme je t'ai dit, c'est pour influer sur les actions. Or, les actions, elles découlent de quoi? Elles découlent de l'intention. Et l'intention, c'est quelque chose que tu décides de faire de façon consciente. Et pourquoi tu le fasses de façon consciente? Ben justement, c'est les gens qui ont une forte personnalité, qui ont fait de l'introspection. Donc, quand on parle d'identité, c'est surtout ça, à faire de l'introspection, se connaître soi-même et tout. C'est eux qui arrivent en fait à appliquer certaines disciplines. Parce qu'ils se connaissent déjà, ils savent se gérer, ils savent se canaliser, ils savent s'orienter, ainsi de suite. Ils ont un but dans la vie, ils connaissent leurs valeurs. Donc, quand tu sautes la partie identité, ensuite tu viens sur la partie discipline directement. La discipline ne peut pas matcher, elle ne peut pas faire de miracle comme ça par magie. Ce n'est pas possible. D'accord? Donc, identité, notre footballeur, il a travaillé ça, d'accord, en école de formation. Ensuite, quand il est passé professionnel, en tout cas, s'il n'a pas travaillé, ça va pas super bien se passer par la suite, mais s'il a fait, après, la discipline, il a acquis également, parce que voilà, c'est des années de travail, d'organisation, la pédagogie, du centre de formation et tout, et tout, et tout. Et donc, la discipline aussi, normalement, si tout s'est bien passé, les deux premiers piliers, il a validé ça. D'accord? Il les a validés complètement. Il passe au troisième pilier, le focus. Ben ça, tu vois, par exemple, dans les matchs de foot, il y a des joueurs qui sont très carrés, voilà, c'est bon, hein, ça, ils sont vraiment disciplinés et tout, mais dès qu'il y a un joueur adverse qui le provoque un petit peu, il arrive à le faire, j'entends ça souvent les commentateurs, oh, il est sorti de son match, oh, il risque de sortir de son match. Tu entends ça très souvent avec les commentateurs pendant les matchs de foot, oh, faut pas qu'il sorte du match, faut pas qu'il sorte du match, faut qu'il reste focus, faut qu'il reste concentré. Voilà, là, il reste que 10 minutes, faut pas qu'il ait un carton rouge, etc. Et donc, il y a non qui sont focus, il y a non à la moindre provocation, tacle totalement idiot, une faute bête, on ne comprend pas pourquoi, et carton rouge, l'équipe est réduite à 10, les problèmes commencent. Tu vois? Donc, identité, discipline, focus, la concentration. Être concentré, c'est donc avoir, tu connais ton but, et tu fais tu fais abstraction des éléments externes, sauf s'ils sont
des éléments qui peuvent être transformés en opportunités. C'est que je détaillerai dans la seconde partie les éléments endogènes externes, n'est-ce pas? Quand je dis endogène, c'est externe. Donc, si ce sont des éléments qui peuvent être des opportunités, là, oui, il ne faut pas faire abstraction. Il faut prendre l'information et il faut en profiter. Par contre, si c'est des éléments qui vont te déconcentrer, te faire sortir ton match, bah, il ne faut pas en tenir compte, n'est-ce pas? Il ne faut pas en tenir compte, tout simplement. Donc, il faut savoir gérer cette pression-là et l'écarter. Et donc, ça, c'est le travail justement du focus. Le quatrième pilier, c'est le plus important, c'est l'aboutissement. C'est l'aboutissement. Il est lié, en fait, il découle des trois premiers. Il découle des trois premiers, mais c'est vraiment le summum. C'est, à ton avis, la résilience. C'est la résilience. Qu'est-ce que c'est que la résilience? Alors, la résilience, c'est ta capacité, et tu vas voir que quand on reprend notre exemple du footballeur, ça tombe sous le sens, c'est ta capacité à faire en sorte que chaque épreuve de la vie devient une force pour toi. Et chaque épreuve de la vie, au lieu de te casser, il te rehausse. Il t'amène vers le haut plutôt que t'amener vers le bas. On peut résumer ça comme ça. J'entends souvent l'adage dit ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ben, c'est ça la résilience. Si à chaque épreuve de la vie, quand on dit épreuve, bien sûr, c'est quelque chose qui est dans le sens un challenge, une épreuve, dans le sens quelque chose qui n'est pas très agréable, hein, c'est douloureux, voilà, voilà, un décès, des choses comme ça, donc une rupture de contrat avec ton club, ou bien on te met brusquement, on change l'entraîneur, le coach, il te met sur le banc, or tu étais titulaire indiscutable, et là, voilà, on dégrade comme ça ton statut, et parfois même d'une manière, en fait, on t'a même pas donné une explication. Parce que quand tu réfléchis, c'est pas lié à tes performances, c'est pas, en fait, tu comprends pas. Tu vois, donc ça ce sont des épreuves. Et bien, si ces épreuves-là, à chacune d'entre elles, au lieu de t'amener vers le bas, elles t'amènent vers le haut, ben, ça veut dire que tu es quelqu'un de résilient. Tu es quelqu'un de résilient. Alors, je discutais avec quelqu'un je lui ai demandé justement la résilience une fois. Il me disait que la résilience pour lui, c'est le fait d'accepter les épreuves et d'en tirer des leçons. Ce qui est vrai. Mais il faut faire un petit peu attention là parce que c'est vrai, mais ce n'est qu'une partie. En fait, c'est la première partie. C'est-à-dire qu'accepter les épreuves, en tirer des leçons, oui. Ça ne veut pas dire que ça va te mener vers le haut. Ça te mènera vers le haut si tu as fait ça, c'est-à-dire que tu as accepté l'épreuve, d'accord? Tu en as tiré des leçons, mais tu peux l'accepter, en tirer des leçons, mais une semaine plus tard, c'est tellement lourd que ça te casse le moral et finalement, tu ne vas pas vers le haut. Donc, c'est une partie importante de la résilience, accepter chaque épreuve de la vie, le prendre avec philosophie, avec spiritualité et en tirer des leçons. Mais pour que tu sois vraiment résilient, il manque quelque chose, c'est ce pas qui fait que tu l'as accepté, tu en as tiré des leçons, mais surtout, tu en tires la force qui va te permettre d'aller vers le haut. C'est là vraiment où tu as été totalement résilient. D'accord? Mais les deux premiers, c'est bien pour un départ, mais si tu ne franchis pas la troisième marche qui fait que cette épreuve devient une force, devient un ensemble d'actions que tu mets en œuvre pour atteindre ton but et finalement inverser la vapeur, ce qui était une mauvaise nouvelle, une épreuve devient finalement une cause de ton futur succès, eh bien, si tu n'as pas atteint cette troisième marche-là, tu n'as pas été totalement résilient. Eh bien, la résilience aussi, quand je parle comme ça, on peut penser que c'est une action. Non, 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 c'est un ensemble. Comme je l'ai dit, le mindset, c'est un comportement. Donc, tu es résilient, pas parce que tu as réussi à faire ce que je viens de dire une fois, mais parce que tu l'as fait à de nombreuses reprises. À de nombreuses reprises. La résilience, c'est à chaque épreuve, le fait que tu es constant dans le fait de transformer ces épreuves en raison de succès, en force, à chaque fois que tu le fais, c'est là où on dit que tu es résilient. Et là, tu es résilient. Tu es résilient parce que tu l'as fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. En fait, c'est comme une constante chez toi. Voilà, c'est comme un réflexe. Dès qu'il y a une épreuve, boum, force, succès. Épreuve, boum, force, succès. Tu vois un peu. Donc, voici les quatre. Et pour le footballeur, bien sûr, on connaît, j'avais entendu l'histoire dans un documentaire de Adriano, l'ancien grand attaquant hein, de l'Inter Milan et de l'équipe nationale du Brésil. Il a fait la Coupe du Monde 2006 avec le grand Ronaldo R9, avec Ronaldinho, Robinho et tout. Voilà, donc c'était une équipe, en fait, sur le papier, c'était la meilleure équipe en 2006. Tu te rappelles, les Italiens ont gagné finale, coup de boule de Zidane, tout ça, mais sur le papier, c'était la meilleure équipe.
D'ailleurs, je pense que c'était leur capitaine Cafou ou Dunga, je ne me rappelle plus, je pense que c'était Cafou, qui a dit que nous sommes la meilleure équipe, mais on n'a pas gagné. Genre, c'était injuste, quoi. Et les journalistes disaient que ils étaient la meilleure équipe sur le papier, mais ils n'ont pas prouvé sur le terrain. Ils avaient été éliminés par la France, hein, si mon souvenir est bon. En quart de finale, je pense. Et donc, euh, Adriano, si tu te souviens de lui, très, très, très grand attaquant. Alors, c'est ce que j'ai vu dans le documentaire. Hein. Après, c'est le documentaire, c'est les infos que j'avais dans ce documentaire. Je ne sais pas si c'est vrai, bon, je suppose que c'est vrai, hein, c'est des journalistes professionnels généralement. Et c'était un doc en plus, voilà, qui parlait de sa vie et tout. Donc, normalement, les sources sont assez fiables, je pense. Et il disait que, en fait, c'est qui a mis fin à sa carrière. Il a commencé à se blesser plus régulièrement. Il n'avait plus le moral et tout. C'est quand on l'a annoncé le décès de son père. Tu vois, le décès de son père. Et quand on a annoncé le décès de son père, Adriano, en fait, je ne sais pas si tu es au courant, mais en fait, il est retourné au Brésil. Il a mis fin à sa carrière et était redevenu, enfin, devenu, parce que non, pas redevenu, devenu, il était devenu chef de gang à Rio, dans les favelas. Il était devenu chef de gang. Et dans le documentaire, ils expliquaient que tout cette descente aux enfers, en fait, c'est quand il a perdu son père. Tu vois, ça l'a complètement cassé, en fait, quand il a perdu son père. Donc, tu vois, la résilience, par exemple, pour un footballeur, et il y a plein d'histoires comme ça. Je ne vais pas toutes les raconter, sinon la vidéo va faire 2 heures ou plus. Il y a plein d'histoires comme ça de footballeurs qui n'ont pas, qui ont, en fait, leur carrière s'est interrompue, ou bien elle s'est pas interrompue, mais leur performance vraiment s'est dégradé fortement. Voilà, un salaire moindre, des clubs moins prestigieux, sur le banc au lieu d'être titulaire comme avant et tout. Et généralement, c'est à cause des épreuves. Donc, si tu n'es pas résilient, ben, tu n'as pas ce mindset de compétiteur. Il y a d'autres footballeurs, eux, c'est plutôt le contraire. Par exemple, Cristiano Ronaldo, euh, là aussi, j'ai vu ça dans le documentaire. Comme quoi, le fait, par exemple, cette force mentale là qu'il a, bon, moi, je suis supporter de Messi, ouais. Mais il faut quand même reconnaître le mérite et l'exemplarité, même chez celui que tu ne supportes pas. Et Cristiano Ronaldo, il a un mental d'acier, ça tout le monde le reconnaît. Et on dit que c'est souvent lié au fait, voilà, les épreuves que son père avait eues dans sa jeunesse, en fait, ça l'a marqué. Et lui, tu vois, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu que ça le casse, lui, ça l'a plutôt donné une force, tu vois, pour se battre, pour réussir. Il a toujours envie d'être le meilleur et tout. Des cas comme ça, il y en a plusieurs. Donc, c'est peut-être dire que la résilience, en fait, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que vraiment, quand tu as fait tout le travail qu'il y a derrière avec ces 4 piliers, la résilience, comme tu dis, c'est le summum. C'est là vraiment où ça va se jouer. C'est à ce niveau, au niveau de la résilience, qu'on saura est-ce que les épreuves te mettent down ou est-ce que voilà, ça te met en haut là-bas. Donc, ça va vraiment dépendre de ta résilience, de ta force mentale. Et si les épreuves te mettent KO, comme dans l'exemple de Adriano, ou si elles vont plutôt te renforcer, comme dans le cas de Cristiano Ronaldo, ben, toute la différence va se faire à ce niveau-là. Donc, ça, ce sont les 4 piliers. Donc, vraiment, c'est endogène, c'est interne, ce sont tes forces. Ok, maintenant, on va passer aux éléments exogènes, donc les éléments qui sont liés à l'environnement qui sont externes. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette vidéo, avec ces éléments-là, ces piliers-là que je te communique, en s'inspirant bien sûr des compétiteurs, des footballeurs, c'est issu d'une technique qu'on appelle le SWOT. Donc, c'est S comme strength, W weaknesses, O opportunity et le T c'est threat. Donc, ça veut dire que ce sont les forces, faiblesses, opportunités, menaces. Force, faiblesse, en fait, c'est interne, c'est toi. Et menace, opportunité, c'est l'environnement, c'est externe, c'est exogène. Okay. Donc, je me suis inspiré de ça, je l'ai réadapté pour l'adapter vraiment à notre cas ici présent. Okay. Donc, je vais passer aux éléments exogènes, mais je vais également te donner une petite technique parce que si tu remarques, moi je parle de force, là je vais parler des menaces, mais en fait c'est simple. Les forces, tu peux en déduire tes faiblesses et donc en fait, éliminer ces faiblesses-là. Et les menaces, tu peux les transformer en opportunités. Et là, ça devient un saut complet, donc vraiment une analyse totale, quoi. Donc là, je vais revenir dessus tout à l'heure. Alors, juste avant qu'on continue, écoute attentivement ce qui suit et on se retrouve juste après. Avant de continuer la vidéo, je me permets de te parler de Coryship. Et tu verras que cela en vaut vraiment la peine si tu fais partie des entrepreneurs actifs ou en devenir qui veulent lancer ou scaler leur business à l'ère de l'IA et bénéficier de toute la puissance qu'offre la technologie dans ton business. Pendant longtemps, j'ai vu le même problème chez les entrepreneurs et je l'ai vécu aussi. Tu fais de longues études pour obtenir un diplôme, certification,
Tu consommes beaucoup de contenu, mais tu restes bloqué parce qu'il te manque un diagnostic clair et un parcours d'exécution qui te correspond vraiment. Un entrepreneur, s'il veut connaître le succès, ne peut pas se former comme tout le monde. Il a besoin de personnalisation, de contextualisation et de mise en situation. Avec mon équipe, nous avons conçu la plateforme éducative dont tout entrepreneur rêve pour se former et progresser sans limite. C'est coriship.com, notre académie entièrement propulsée par l'intelligence artificielle. Cette plateforme révolutionnaire est le fruit de mon expérience de près de 15 ans dans l'entrepreneuriat tech, des pédagogies modernes adoptées dans les top programmes MBA internationaux, des meilleures pratiques en ingénierie logicielle et des dernières avancées en matière d'IA générative. Coriship est d'une facilité déconcertante. Tu crées ton compte et Hakim, notre formateur IA, te fait un diagnostic complet. Il va scruter tes objectifs, tes blocages, ton contexte, ton environnement et toute autre facette importante en lien avec ton projet entrepreneurial. Ensuite, il te construit une formation sur mesure dans notre LMS natif. Et surtout, tu as une équipe de coachs IA spécialisés, disponibles 24/7 pour t'aider à exécuter, pas juste apprendre. Tu as aussi des quiz pour évaluer ta progression, des badges thématiques pour accentuer ta motivation, un certificat pour chaque formation validée, des outils comme notre Kanban board et notre créateur de mind maps pour transformer tes idées en plans d'action concrets. Coriship, c'est tout simplement le futur de l'enseignement et plus précisément des business schools pensés entièrement pour les entrepreneurs. Car en intégrant Coriship, tu intègres carrément un écosystème business. Donc, si tu veux arrêter de t'éparpiller et passer de la vision à l'exécution, va sur coriship.com et crée ta première formation. En plus, pour une période limitée, tu bénéficies d'une formation gratuite et de 30 courriers offerts. Allez, c'est parti. On reprend donc notre vidéo. Et donc, le sujet du jour, là maintenant, je vais te parler des éléments exogènes. Alors, ceux qui sont liés à l'environnement. Donc, je vais déjà te les citer et après, je vais te donner des exemples en reprenant toujours notre compétiteur, notre footballeur. Alors, quels sont les éléments exogènes si par exemple tu es dans le monde du football, tu es un compétiteur? Déjà, le premier est assez facile à identifier, ce sont les contraintes. Un match de foot, 90 minutes, ok, il faut gagner. Donc, si c'est un championnat, au bout de 90 minutes, si tu n'as pas gagné, bien sûr avec les arrêts du jeu, souvent 5 et 10 minutes maximum, si tu n'as pas gagné dans les 90 minutes, donc dans le temps réglementaire, et que les arrêts de jeu sont finis, si c'est un championnat, ben, si c'est à égalité, ben, tu as juste un point. Et ça peut être préjudiciable si jamais il n'y a plus assez de points à aller chercher pour dépasser euh, ton, 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 ton adversaire. D'accord? Donc, la personne qui est peut-être que tu veux dépasser pour être champion ou bien pour te qualifier pour la Ligue des Champions. Voilà, toi, tu es cinquième, lui, il est quatrième. Donc, il te faut plutôt 3 points pour le dépasser et toi, tu en prends que 1. Donc, le temps, c'est une contrainte. D'accord? Le temps, c'est une contrainte. Si c'est plutôt coup près, donc match à élimination directe, mais 90 minutes, tu n'as pas gagné, ensuite prolongation, 15-15, ensuite on passe au tir au but. Donc la contrainte, tu vois, c'est le temps. C'est le temps qui est la contrainte. Mais il n'y a pas que le temps, il y a aussi d'autres contraintes. Les contraintes, par exemple, ce sont les règles. Voilà, les règles qui définissent le hors-jeu, qui définissent les sorties de balles, les corners, les coups francs, voilà, les décisions arbitrales, la VAR, tout ça. Donc tout ça, ce sont des contraintes. Donc c'est tout ce qui est contingent, donc qui va réglementer vraiment ton environnement. Donc c'est ça qui constitue les contraintes. Donc c'est le premier élément exogène. Et après, tu vas voir, non seulement je vais t'expliquer rapidement déduire comment déduire tes faiblesses des forces qu'on a définies précédemment, mais également comment transformer, comme je l'ai dit tout à l'heure, les menaces en opportunités. Je vais te montrer ça tout de suite. Donc, le premier pilier pour les éléments exogènes, c'est vraiment les contraintes. D'accord? Le deuxième, à ton avis, c'est lequel? C'est la pression. La pression, si on reprend toujours notre exemple du football, tu joues à l'extérieur, 80 000 spectateurs, vous les supporters de votre équipe, ils sont que 2000, voilà, vous êtes à l'extérieur, c'est un peu loin et tout, ils n'ont pas pu se déplacer en masse. Et en plus, c'est à l'extérieur, donc forcément, même si c'était déplacé en masse, vous serez toujours minoritaire. Donc, vous êtes 2000. D'accord? Le seul stade, si je me rappelle bien,
Parce que maintenant, je regarde plus trop le championnat italien. Avant, c'était vraiment le meilleur championnat du monde. Maintenant, c'est plus le championnat anglais, espagnol, voilà. Euh, c'est le stade de San Siro. C'est le seul stade, à ma connaissance en tout cas, peut-être qu'il y a deux exemples que j'ignore, où le stade est partagé en fait par deux équipes, l'Inter Milan et l'AC Milan. Donc, ils partagent le stade de San Siro. Donc là, extérieur ou à domicile, en fait, quand eux jouent, il n'y a, y a pas vraiment de différence. En tout cas, quand ils jouent le derby, c'est-à-dire l'un contre l'autre, il n'y a pas vraiment de différence. Ils sont tous les deux, on peut dire, à domicile. Mais dans les autres cas, c'est vraiment si tu joues à l'extérieur, tu sens vraiment la pression. Sauf si c'est des équipes en fait où vous êtes sur le papier supérieur, donc généralement ils ont un petit stade. Et comme ils ont un petit stade parce qu'ils ont moins de budget et tout, donc du coup, même si vous êtes à l'extérieur, il n'y a pas tant de pression que ça parce qu'il n'y a pas tant de supporters de cette équipe-là qui joue à domicile contre vous. Donc à part ce genre de cas, si tu rencontres Borussia Dortmund euh, ou bien d'autres, par exemple l'OM, Olympique de Marseille, ou bien encore Liverpool, voilà, voilà, quand il joue vraiment à l'extérieur face à ces équipes-là, tu sens vraiment la pression. Tu vois, tu sens vraiment la pression. Il y a d'autres aussi équipes qui ont de grands stades, beaucoup de supporters, mais à ce qui paraît en tout cas, bon, après moi, c'est pas, ces matchs-là, je n'ai pas forcément assisté, mais quand tu écoutes les commentateurs, ils disent que voilà, ce sont des supporters en fait qui font, mettent pas beaucoup de pression, ils sont assez soft. Par exemple, les supporters du Real Madrid, c'est surtout le Real Madrid, ils ont un mental de fer. Là encore, moi, je ne supporte pas le Real, mais faut reconnaître ça. Hein, ils ont vraiment un mental d'acier. Mais ce n'est pas vraiment leurs supporters qui font la différence. Parce qu'eux mettent surtout la pression sur leurs joueurs plutôt que sur l'adversaire. Tu vois? Mais quand c'est Liverpool, quand c'est Borussia Dortmund, quand c'est Olympique de Marseille, là, vraiment, c'est ça, on dit le 12e homme. Quoi. Voilà, c'est vraiment des supporters qui mettent beaucoup de pression. Donc la pression, après les contraintes, c'est le deuxième élément exogène qu'il faudra gérer. J'ai parlé de menaces, ce n'est pas forcément des menaces, ça peut l'être. D'accord? Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Le troisième, c'est quoi? Ce sont les aléas. Pourquoi les aléas? Et quelle est la différence avec les contraintes et la pression? Donc les contraintes, comme je l'ai dit, c'est l'ensemble des règles, voilà, qu'il faut respecter, l'ensemble de tout ce qui régit le jeu, d'accord? Et la pression, c'est donc tout ce qui est de l'ordre du psychologique. D'accord? Donc, je t'ai parlé du cas de deuxième homme, les supporters, tout ça, voilà, jouer à l'extérieur et tout. Il y a beaucoup d'autres exemples. Les aléas, c'est quoi? Les aléas, ce sont des imprévus, tout simplement. Un aléa, on va rester dans notre exemple du football, où vous êtes sur le terrain, l'arbitre, injustement, il siffle, en tout cas injustement selon vous, il siffle carton rouge pour l'équipe. Sauf que c'est une équipe, vous êtes à peu près du même niveau, donc si vous êtes réduit à 10, c'est pas bon. Tu vois? Si vous êtes réduit à 10, c'est pas bon. Encore pire, si c'est une équipe qui est supérieure sur le papier et que ce jour-là, ils sont en forme, en plus vous êtes réduit à 10, c'est pas bon. Donc, les aléas, ça peut être un carton rouge, ça peut être un de vos joueurs vedettes, ou même pas vedettes, mais le plus efficace en tout cas, sur lequel vous comptez beaucoup, peut-être pour tenir la défense, c'est le capitaine de l'équipe, ou bien pour marquer des buts, parce que c'est l'attaquant vraiment très efficace et tout, il fait voilà, ou bien le gardien qui fait des clean sheets, donc des sans faute, il encaisse très peu de buts et tout, il se blesse. Tu vois? Ça, ce sont des aléas. Carton rouge, blessure, voilà, impromptue comme ça, d'un élément vraiment phare de l'équipe qui est difficilement remplaçable, voire même irremplaçable. En tout cas, ce jour-là, il n'est pas remplaçable ce jour-là. Voilà. Donc, tu vois, ça, ce sont des aléas qui peuvent arriver. Un autre aléa, c'est vous jouez, vous êtes une équipe, vous aimez tenir le ballon. Vous aimez tenir le ballon. Par exemple, comme le FC Barcelone, voilà, ça c'est l'équipe que je supporte. Vous aimez tenir le ballon. Donc, vous faites du tiki-taka, les passes léchées, voilà, les centres, c'est magnifique, tout ça se passe le ballon. Imagine que vous êtes en train de jouer, vous avez besoin vraiment de tenir la balle, ou bien encore Manchester City, vous avez vraiment besoin de tenir la balle parce que c'est votre façon de jouer, de développer votre jeu, de créer de la cohésion et d'aller vers la victoire. Et puis là, patatras, il se met à pleuvoir. Donc ça, c'est un aléa. C'est un aléa parce que généralement, les équipes qui tiennent le ballon, quand il pleut, ça ne les arrange pas. Ça arrange surtout les équipes qui aiment mettre le bus, donc qui aiment vraiment défendre, voilà, ils mettent tout le monde devant le gardien, voilà, comme à l'époque, en parlant de Barça, vous vous souvenez quand Inter Milan de José Mourinho, ils ont mis le Special One, là, ils ont mis le bus avec Samuel Eto'o et tout, tu vois, ils ont mis le bus et ils ont pu éliminer en demi-finale, je pense que c'était 2012, hein, si ma mémoire est bonne, ils ont pu éliminer le Barça en mettant vraiment le bus. Mais tu vois, le Barça, vraiment, il développait un jeu qui est magnifique, très beau à voir, dominant. Mais imagine que vous êtes en train de jouer comme ça et que d'un coup il pleut. L'équipe qui n'a pas l'habitude, qui a plutôt l'habitude de défendre et tout,
ils misent tout sur la défense, ils font que des contre-attaques. Eux, oui, la pluie, ça va les arranger. Pour vous, qui aimez plutôt développer un beau jeu, la pluie, ça ne va pas vous arranger. Voilà, le ballon, en plus pour le gardien, c'est pas très pratique parce que le ballon, voilà, il peut faire des rebonds bizarres, il peut glisser et tout entre les mains. Et donc, ça d'ailleurs, ça peut être un inconvénient pour l'équipe qui aime défendre, hein. Voilà. Mais vous qui aimez attaquer, même pour tirer la balle, ça n'a pas la même puissance, ça fait des rebonds bizarres, pour faire des dribbles, c'est difficile, les passes, ça ne vient pas là où c'était destiné à venir, tout simplement à cause de voilà, l'eau et tout, les flaques, tout ça. Donc, vraiment, ces aléas-là, carton rouge, blessure, le climat, voilà, la météo pour être plus précis, donc la pluie, la neige, tout ça, ça peut être vraiment, ou bien encore la chaleur, hein, ça peut même être la chaleur. Tout ça, ce sont des aléas. D'accord? Donc là, tu vois, ça, c'est le troisième élément exogène qu'il faudra gérer. Et là, je vais terminer tout de suite en te donnant le quatrième, en te disant justement comment passer de force à faiblesse. Enfin, pas passer de force à faiblesse. Déduire les faiblesses pour justement les éviter. Parce qu'il ne faut pas passer à la faiblesse, ce n'est pas une bonne chose. Mais comment passer aussi de menace à opportunité. Voilà. Déduire tes faiblesses pour mieux te connaître. Déduire tes faiblesses de tes forces et vice-versa. Parce que l'inverse également est tout à fait possible et même souhaitable. Et aussi transformer tes menaces en opportunités. Le quatrième pilier pour les éléments exogènes, c'est tout simplement, bon, moi j'ai appelé ça les intérêts. Je m'explique. Toujours dans le cas du footballeur, les intérêts, là, ce n'est pas tellement sur le terrain, mais c'est plutôt en dehors. Alors, quand je vais signer le contrat, donc, il est toujours important, et là, c'est un élément extérieur parce que ça ne dépend pas que de toi. Il est toujours important de savoir quel est l'intérêt de ton interlocuteur, ton manager, le club qui veut te recruter dernièrement. Quel est l'intérêt peut-être du sélectionneur, tu vois, par rapport au fait de te sélectionner ou pas en équipe nationale. Tu vois, quand je parle d'intérêt, ce n'est pas forcément dans le mauvais sens, hein, ce n'est pas intérêt genre quel intérêt il veut tirer de toi ou autre, ce n'est pas dans un sens péjoratif. Mais qu'est-ce que lui ou elle a à gagner dans la collaboration, ce qui est tout à fait normal, hein, il n'y a rien de mauvais là-dedans. C'est que chaque personne, il faut que tu comprennes que quand tu es en face d'une personne, lui ou elle doit également recevoir une valeur en échange de la collaboration, de l'entente, du contrat qu'il va signer avec toi, du parcours qu'il va cheminer avec toi. Il faut qu'il y ait quelque chose également que lui, il tire comme avantage de cela. D'accord? De la même manière que toi aussi, vice-versa, tu vas en profiter dans un sens ou dans un autre. D'accord? Donc, les intérêts, pourquoi c'est exogène? Parce que là, il ne faut pas penser que à tes intérêts à toi, parce que tu es en train de faire un contrat ou un autre type de collaboration, une conversation, un rendez-vous, une négociation, un contrat, un transfert, etc., etc. Peu importe ce que c'est, tu dois toujours tenir compte que c'est quelqu'un qui est en face de toi. Et lui également, il faut qu'il puisse se retrouver là-dedans pour pouvoir accepter, valider et cheminer avec toi. D'accord? Donc, les intérêts, les supporters, j'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas forcément sur le terrain, ça peut être aussi sur le terrain. D'accord? Les intérêts l'intérêt des supporters, c'est quoi? C'est d'avoir une équipe, par exemple, qui joue bien. Par exemple, tu as des équipes qui gagnent et les supporters, on revient sur le cas du Real Madrid. Le Real Madrid, je me rappelle, parfois, à l'époque des Galactiques, ils, ils perdaient, ils avaient un très beau jeu, mais on disait qu'ils n'ont pas pu gagner la Ligue des Champions et les supporters n'étaient pas contents. Ensuite, à une autre époque, un peu après les Galactiques, ils gagnaient, mais le jeu n'était pas beau. Donc, les supporters aussi se plaignaient, le jeu n'est pas beau. Ouais, vous gagnez, mais c'est pas beau à voir. Il y a pas... Et souvent, on reproche ça aux gars du Real Madrid, on dit que oui, c'est pas leur jeu, il n'y a pas une identité. Ouais, on dit que souvent, il n'y a pas une identité. C'est pas comme Barça, où il y a vraiment une identité de jeu, c'est-à-dire qu'ils ont révolutionné vraiment le jeu carrément. Ouais, ils ont apporté vraiment une identité au point où d'autres équipes s'inspirent d'eux. Ce qui n'est pas le cas du Real Madrid. Même si le Real Madrid, il gagne plus. Il y a une autre équipe qui a développé une philosophie de jeu au point où on s'inspire d'eux, même en école de formation. C'est le Milan AC, du temps de Paolo Maldini, du temps de, voilà, j'ai oublié les autres là, les Seedorf et autres. Et donc, il y a aussi une équipe comme l'Ajax Amsterdam, qui a moins de Ligue des Champions que le Barça et encore moins que le Real, parce que le Real, ils ont 15 Ligues des Champions, c'est le top du top. Mais tu vois que ces équipes-là, ils ont développé une identité de jeu. Il y a d'autres équipes qui s'inspirent d'eux. Il y a des écoles de formation qui s'inspirent d'eux. Et le Real Madrid, c'est eux qui sont les plus titrés. En tout cas, en Ligue des Champions, ils ne sont pas les plus titrés dans les autres compétitions, championnats et autres, mais dans la Ligue des Champions, ils sont les plus titrés. Et justement, les supporters se plaignent parfois que le jeu n'est pas beau à voir. Tu vois, ben, il y a d'autres équipes aussi qui gagnent moins que le Real. On va se plaindre que le jeu est beau. C'est par exemple le cas du Barça, justement. On se plaint que certes, leur jeu est très beau, mais ils ne gagnent pas assez de Ligue des Champions. Tu vois. Donc, l'intérêt des supporters,
Tu vois que l'intérêt des supporters, c'est aussi ça. C'est est-ce que ils sont contents du jeu? Est-ce qu'ils sont contents qu'on gagne suffisamment de titres? Donc, il y a l'intérêt des supporters, il y a l'intérêt du coach, il y a l'intérêt de la direction technique, il y a l'intérêt de la direction administrative, le président du club, pour qu'il gagne aussi les prochaines élections, aussi pour être réélu président. Il y a l'intérêt de ton manager, il y a l'intérêt du club quand il signe le contrat avec toi, quand il doit te transférer à une nouvelle équipe, etc., etc. Donc, toujours avoir en tête l'intérêt. C'est important. C'est important. Et une fois de plus, pas dans le sens péjoratif, juste pour te dire que qu'est-ce que moi je tire, par exemple, en tant que joueur, comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure avec les supporters, ils veulent voir un beau jeu. Quand vous gagnez assez de titres, ils veulent voir un beau jeu. Quand vous ne gagnez pas assez de titres, mais vous jouez bien, ils veulent que vous gagnez beaucoup de titres. Maintenant, toi, en tant que joueur, c'est quoi ton intérêt? Ben, c'est peut-être d'être mieux payé, c'est peut-être d'avoir une expérience qui te permet de grandir. C'est peut-être que ta femme, tes enfants, quand tu viens dans ce nouveau club-là, ils aiment la ville, ils s'épanouissent là-bas. Donc, tu vois qu'il est important de savoir ce qui est bon pour toi, mais aussi de toujours tenir compte de ce qui est bon pour les autres. D'accord? Voilà, de ce qui est bon pour les autres. Ça, c'est très important. Et c'est un élément exogène, c'est un élément extérieur que tu dois gérer pour aussi que tout se passe bien. Maintenant, on termine par quelque chose d'intéressant. Les forces qu'on a identifiées dans la première partie, il est important aussi de connaître ses faiblesses. Pas pour se mentir à soi-même et pour se dire, oui, je vais éliminer toutes mes faiblesses, je vais être quelqu'un de parfait. Non, ce n'est pas possible et c'est même pas souhaitable. Mais connaître tes faiblesses pour justement essayer de juguler tout ça, d'équilibrer les choses. Par exemple, si tu as une force dans un élément, par exemple, tu sais que toi, tu es quelqu'un, tu es très discipliné. Voilà, on a pris le deuxième pilier, tu te rappelles, la discipline, tu es très discipliné, mais tu n'es pas très focus. C'est-à-dire que voilà, c'est facile de te faire sortir de ton match, hein, pour reprendre l'exemple. C'est facile de te faire sortir de ton match. Donc, à travers une force, tu peux identifier aussi une faiblesse et travailler sur cette faiblesse pour la transformer en force. D'accord? Même si généralement, tu ne peux pas avoir aussi toutes les forces vraiment à leur niveau maximum. Parfois, il y a certaines faiblesses, comme on dit, tu chasses la nature, elle revient au galop. Mais en tout cas, essayer du mieux de consolider tes forces et d'atténuer tes faiblesses. Voilà. Et le fait même déjà d'identifier ces faiblesses, on peut dire qu'à moitié, comme on dit, hein, un problème bien posé à moitié résolu, c'est vraiment le fait de les identifier, de les connaître, de se connaître soi-même, de connaître ses faiblesses. C'est déjà une bonne manière d'atténuer ces faiblesses-là et donc leur impact potentiellement négatif sur tes actions, sur ta vie. D'accord? Alors, une menace transformée en opportunité. Je vais te prendre un exemple simple. Tout à l'heure, je t'ai parlé dans les aléas, le troisième pilier pour la partie exogène. Je t'ai parlé, par exemple, l'arbitre, il siffle un penalty. D'accord? Il siffle un penalty. C'est ce que je t'avais donné comme exemple. J'avais parlé de blessure, penalty et puis la météo, tout ça. Prenons le cas du penalty. C'est une menace, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut nuire à ton équipe. Mais imagine, quand l'arbitre siffle, c'est une menace. Mais c'est une menace, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui s'est concrétisé. On parle justement de menace, c'est potentiel. Mais imagine que vous réussissez à bloquer le penalty. Tu vois que là, une menace se transforme en opportunité. Pourquoi ça se transforme en opportunité? Parce que c'est un jeu psychologique également. Si, quand l'arbitre il siffle, vous, psychologiquement, vous êtes atteint. Mais si jamais vous bloquez le penalty, en fait, la pression psychologique, elle est inversée. C'est désormais l'équipe adverse qui est démoralisée. Tu vois? Donc, on peut très bien transformer une menace en opportunité. Quand je t'ai pris un autre cas, je t'ai parlé par exemple du cas de la pression. Tu vois, je t'ai parlé du cas de la pression. Effectivement, la pression, euh, quand vous venez dans une équipe comme ça, oui, il y a de la pression si vous jouez à l'extérieur, mais également, si jamais vous réussissez à mettre 2 buts et donc à mener au score, je t'ai donné le cas de certains supporters qui mettent de la pression plutôt sur leur équipe que sur, comme le cas du Real Madrid, plutôt que sur l'équipe adverse. Manchester City aussi, leurs supporters, je ne sais pas si ça a changé ces temps-ci, depuis qu'ils ont gagné la Ligue des Champions là, mais eux aussi, ils étaient réputés pour ne pas mettre trop la pression aux équipes adverses et être assez, ouais, ils sont trop soft, voilà, très disciplinés, ils ne font pas beaucoup de boucan et tout. Et donc, si jamais tu mènes au score cette équipe, tu joues sur leur terrain, en fait, la pression psychologique, au départ, le fait que il y a de la pression effectivement parce que tu es à l'extérieur, mais si c'est vous qui menez au score, en fait, c'est eux maintenant qui ont la pression. C'est eux maintenant qui ont la pression. Parce qu'ils jouent à domicile, donc ils ont quelque chose à prouver, ils sont peut-être les favoris, donc leurs supporters aussi ne les pardonnent pas, ils commencent à siffler et tout. Donc, ce qui était une menace peut très bien être transformé en opportunité.
Voilà. Donc, retiens bien ça. Avec ces piliers-là, bien sûr, après, il faut passer à l'action, hein. Il ne suffit pas de les bicher comme ça, de les retenir et tout. Il faut vraiment appliquer ça dans la vraie vie. Mais si tu retiens ces quatre piliers endogènes et ces quatre piliers exogènes, et que tu travailles là-dessus, force, faiblesse, opportunité, menace, tu peux très bien, avec les exemples que je t'ai donnés et d'autres que tu pourras toi-même élaborer en passant dans le concret, eh bien, tu peux très bien développer un mindset, donc un état d'esprit de compétiteur ou plus précisément de footballeur. Voilà. Et donc, être un entrepreneur vraiment qui a le bon mindset, un mindset de compétiteur, de vainqueur, de gagnant. Et donc, on se retrouve à la prochaine vidéo. D'ici là, je t'encourage et j'espère que tu le feras également pour moi. Je t'encourage donc à liker, à t'abonner, à partager et toute autre action que tu peux faire qui va me donner la motivation également de continuer à partager des contenus de valeur avec toi, de t'apporter tout ce que j'ai appris dans ces bientôt 15 ans d'expérience professionnelle en tant qu'entrepreneur tech, en tant qu'ingénieur en intelligence artificielle et tout. Je vais partager ça avec toi sur cette nouvelle chaîne. Je vais te donner le maximum de valeur. Je pense que tu vas beaucoup aimer. J'ai encore plein de surprises pour toi. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Voilà. Active la cloche aussi pour les notifications. Et on se retrouve très bientôt. Et peut-être que je ferai même une vidéo voilà, après la finale. Et peut-être toujours dans la même veine là, que ce qu'on a abordé, toujours le mindset. On va voir justement, est-ce qu'on peut appliquer tout ce qu'on vient de dire là, peut-être avec des exemples. Là, je t'ai donné des exemples un peu passés. Peut-être qu'on aura un exemple à partir du lundi ou mardi après la finale sur un événement récent et on pourra voir est-ce que chacun de ces piliers-là, on peut trouver des exemples dans la finale de dimanche. Et donc, je te ferai peut-être une vidéo là-dessus. Allez, on souhaite bonne chance, que le meilleur gagne. Et puis voilà, on se retrouve très vite et ciao. Merci.